Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre prochain, dans moins de 3 mois donc. Le climat politique brusquement crispé depuis que le président de la République a annoncé son intention de briguer un autre mandat pour le compte du RHDP, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. Une vague de protestations a suivi cela tout de suite. Au quotidien, nous assistons à des face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre. Ce soir, nous avons la grande chance de réunir sur le même plateau les plus hauts dignitaires des partis vers qui les yeux sont tournés à l'heure actuelle. Il s'agit de M. Kobena Kwasi Adjumani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole principal du RHDP. Auprès de vous, non pas auprès de vous, juste en face de vous, nous avons Maurice Kakou Gikaouye, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons M. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Assoua Adou, secrétaire général de la tendance non officielle du Front populaire ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'aimerais que vous disiez la tendance pro-Babo au lieu de dire non officielle. Très bien. Merci à vous de répondre déjà aux désirs des téléspectateurs d'être sur ce plateau pour parler de la vie de la nation. Il sera question de l'application de la Constitution qui débouche sur des violences. Il sera aussi de la question de la CEI, et de la liste électorale et des possibilités de fraude déjà évoquées. Il sera question de la réconciliation et du retour des exilés, une allusion directe au président Laurent Gbagbo, au Premier ministre Guillaume Soro et au ministre Charles Blé Goudé. Et bien entendu, nous allons parler des perspectives pour la Côte d'Ivoire. Délibérément, je voudrais commencer par vous, M. Adama Bictogo, pour mieux entendre et clairement entendre la chose. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, est candidat à nouveau. Tout à fait. Merci. Je voudrais, avant donc d'aborder ce sujet, déplorer les morts qu'il y a eu suite aux manifestations de ces derniers jours et toute ma compassion aux familles éplorées. De l'éligibilité du président Alassane Ouattara, de sa candidature, de sa candidature pour nous, il a été sollicité par les militants, par des sympathisants, par la majorité des Ivoiriens, qui, au regard donc du contexte, au regard donc de la situation exceptionnelle que nous avons vécue, par la mort brutale de Feu Amadou, l'excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le RHDP, dans cette situation, après avoir analysé, revisité le contexte, s'est donc vu, après analyse, de proposer au président Alassane Ouattara d'être notre candidat. Le 29 juillet, le Conseil politique s'est réuni et nous lui avons donc demandé d'être candidat. Et c'est ce qu'il a fait le 6 août. Lors de son adresse à la nation, il a fait donc acte de candidature en répondant favorablement à notre requête. Pour nous donc, le président Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Très bien, vous avez répondu à ma question, mais je suis presque sûr que ce n'est pas ce que pense M. Maurice Kakou Gikaouye. Le président Alassane Ouattara se présente à nouveau. Certainement, vous n'êtes pas d'accord. Bon, merci. Vous avez dit un mot tout à l'heure que nous sommes là pour parler de la vie de la nation. Donc, c'est pour parler des Ivoiriens, de leur bien-être. Permettez-moi que je fasse une petite digression avant d'intervenir pour que les Ivoiriens voient un peu l'esprit dans lequel je prends la parole dans la vie quotidienne. J'avais à peine 30 ans. Je venais d'être élu président du MESI et il était écrit que le MESI était une section particulière du PDCI RDA. Nous étions gérés par le ministre Akoto Yao qui nous gérait très bien. On avait de très bons rapports avec lui. Mais nous avions analysé au niveau du bureau national qu'il fallait partir au comité exécutif qui venait d'être mis en place après le 7e congrès. Et je suis allé porter la nouvelle au président Oufouette pour lui dire que nous ne voulions plus qu'Akoto nous gère, mais nous voulions aller au comité exécutif avec les Kami Ali Ali. Donc le président m'a écouté religieusement. Et le lendemain matin, il m'appelle, je viens, il sort, je m'assois. Au lieu de me répondre, la porte s'ouvre, rentre. Kami Ali Ali, Jean Konambani, Mbayabri Kouadio, Akoto Yao. Il me dit, Maurice, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, est-ce que tu peux me répéter
ce que tu m'as dit hier. Vous voyez, en son temps, en 81, j'ai dit exactement ce que j'ai dit au président le soir. Il m'a félicité. Depuis ce temps, je ne parle pas par intérêt, mais je dis ce que je vois. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Et il le sait. Parce que j'ai participé à une réunion de haut niveau. Je ne dis pas on, j'étais présent. Je représentais le président Henri Konaté Bédié. Il y avait le président Ouattara, Kabla Denkan, Feu Amadou Gon. Il y avait Amadou Soumaro, Mabil Toke, Nyamien Kona. Il y avait Sissé Bakongo, le ministre Kaka Kambile, Sansa. Il y avait Fidel Sarasoro, il y avait Amontano et puis Masséré. On était là. Et on a discuté. Je ne vais pas rentrer dans les secrets des délibérations, mais sur ce point précis. Et le président Alassane Ouattara, la main sur le cœur, a dit qu'il n'était pas candidat pour un troisième mandat. Et après la réunion, Sassan Kabilé m'a appris personnellement pour m'expliquer pourquoi le président Ouattara ne pouvait pas être candidat à un troisième mandat en faisant des fiches techniques qu'il m'a données et qui nous ont servi à battre la campagne. Donc, à partir de cet instant, constitutionnellement, je ne dis pas la sollicitation, tout ça, constitutionnellement, le président Alassane Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une histoire. Houphouët-Boigny a été président de 1960 à 1993, 33 ans, sans discontinuité. Le président Bédié est venu 6 ans. Il y a eu un coup d'État. Les Ivoiriens se sont réunis, les intellectuels. Ils ont dit en Côte d'Ivoire, excusez-moi, on ne veut plus quelqu'un qui fasse plus de 2 mandats. Est-ce que Ouattara a fait 2 mandats? Oui, il ne peut plus faire un troisième mandat. Très bien, vous avez répondu à ma question. Donc je voudrais m'adresser, avant de revenir à vous, c'est sûr que vous voulez réagir, je voudrais m'adresser au ministre Kobena Kwasi-Adjumani. Vous avez entendu très clairement ce que M. Maurice Kakoui a dit. Quelle est votre réaction, vous? Je voudrais dire que je suis venu ici en tant que oufouettiste. Tout à l'heure, M. Dikawe, en parlant, a fait allusion à Houphouët-Boigny. Mais moi, pour vous donner la preuve de mon oufouettisme, vous voyez bien cette belle photo. Inversée. Vous voyez cette photo. Je suis avec Houphouët-Boigny. C'était en 1988. Et vous voyez le discours que je porte en main. J'ai fait un discours devant le président Félix Houphouët-Boigny pour donner la preuve de mon oufouettisme. S'agissant maintenant de la candidature du président Alassane Ouattara, je vois des gens qui font des interprétations n'importe comment de notre Constitution. On parle de l'article 183. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais je suis député, cela fait 25 ans, et j'ai voté des lois. Lorsque vous prenez l'article 183, que vous le lisez, il est dit plus ou moins quoi? Que la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, à moins qu'on ne prenne de nouveaux textes. Mais si on doit prendre de nouveaux textes, il faut que ces textes-là n'aillent pas contre la Constitution. Ça, c'est le profane qui explique de cette façon-là. En 1960, nous avons eu notre première Constitution. Dans un des dispositifs de cette Constitution, il y a les termes qui sont les mêmes au niveau donc de la Constitution. En 2002, les mêmes termes ont été transposés. Et en 2016, c'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi? Parce que quand vous venez de mettre en place une nouvelle Constitution, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution met fin à la Constitution ancienne, mais en même temps, il y a des dispositions transitoires qui vous permettent de dire que c'est vrai, vous venez de créer une nouvelle république, mais la nouvelle république ne va pas tuer les textes existants.
Donc cette disposition renvoie à tous les textes. C'est pour ça qu'on dit la législation en vigueur. On n'a pas dit la Constitution en vigueur. On dit la législation. La législation, c'est quoi? C'est l'ensemble des textes qui relèvent de domaines différents. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une nouvelle république. Et cette nouvelle république dit qu'il y a 2 mandats. Le président Alassane Ouattara, notre candidat, va faire son premier mandat. Et s'il le veut bien, il fera son 2e mandat. Je crois que c'est simple. Ceux qui ne veulent pas entendre raison, ils ont la possibilité de voir avec le Conseil constitutionnel lorsque celle-ci va prendre les décisions appropriées. Votre point de vue a été entendu. Je fais le tour de table avant que nous entrons véritablement dans le sujet. Monsieur Assouadou, Oui. est-ce que, selon vous, la Constitution a été violée, oui ou non? Oui, la Constitution a été violée parce que ce n'est pas moi qui le dis. Mais je prends les experts, le comité de rédaction, présidé par le professeur Ouraga Obou. Il a dit, il a répété, M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. C'est le plus grand expert, celui que le président Ouattara a sollicité pour diriger l'équipe qui va rédiger la Constitution. Mais après lui, qu'est-ce qu'a dit M. Sansan Kamili? Qu'est-ce qu'a dit tous les experts qui sont RHDP? Eux tous, ils ont reconnu que M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. M. Ouattara lui-même, au cours d'un déplacement au Libéria, avec Sirleaf, la présidente, il a dit « Nous ne sommes pas, ma sœur et moi, ceux qui manipulent les constitutions. Nous avons dit, et je le répète, je ne ferai pas un 3e mandat, Sirleaf ne fera pas un 3e mandat. » Donc ce n'est pas nous qui le disons. Nous n'étions pas là. Moi, j'étais, à ce moment, vous m'aviez mis en prison, donc je n'étais pas là. Mais tous ces débats, ça vient de chez vous. Donc il ne peut pas faire un 3e mandat. Très bien, je reviens à vous, M. Adama Bictogo. Nous avons fait le tour, mais je voudrais bien vous demander de vous résumer, sinon on ne risque pas d'aborder les autres points, c'est sûr. Alors, M. Adama Bictogo, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de forcing à votre niveau, puisqu'on sait que des juristes de renom, de votre obédience politique d'ailleurs, avaient déjà dit que M. Ouattara ne pouvait pas se présenter? Je vais vous dire, d'abord, pour nous, la Constitution permet. Parce que la référence qui est faite, si on tient compte des références, le président Bédié ne peut pas être candidat. La Côte d'Ivoire peut pas être fait l'objet de 2 constitutions. Donc, on pense que la Constitution qui crée la nouvelle République autorise le président Alassane Ouattara à être candidat. Je pense que moi, je ne suis pas un expert en droit. Je considère que nous avons tous voté et on a encore les films. Moi, je me souviens de l'intervention du président Bédié parlant de la 3e République. Je me souviens de l'intervention d'Afi N'Guessan parlant de la 3e République. Et je me souviens que Mamadou Koulibaly s'était opposé à l'adoption de cette constitution parce que, pour lui, en toute évidence, on ouvrait la voie à la possibilité au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il va revenir sur ce qu'ils ont dit? Et en plus, le président Alassane Ouattara, parmi eux tous, il a été le seul à désigner son successeur. Mais Djikaoué aurait pu être désigné comme successeur au lieu d'avoir le président Bédié comme candidat. Pourquoi au FPI, Tendance, Babo, ils n'ont pas désigné? Nous, il s'est prononcé le 5 mars. Ensuite, le 12 mars, il a proposé, nous avons désigné au Conseil politique son successeur. Donc les faits traduisent son engagement. Les faits traduisent la parole donnée, ce qui n'est pas le cas des autres qui, eux, n'ont pas à aucun moment proposé aux Ivoiriens qu'il y avait la possibilité de faire valoir la chaîne des générations. Donc pour nous aujourd'hui, vous savez, les débats entre constitutionnalistes, vous mettez 2 juristes dans une chambre, on peut passer des années. Donc je pense que c'est des interprétations qui tiennent compte des positions des uns ou des autres, mais pour nous, la chose elle est claire. Il va déposer sa candidature, le Conseil constitutionnel
va décider si sa candidature est recevable ou pas. Pour cela, on n'a pas besoin de mettre des jeunes dans la rue qui brûlent des pneus, qui coupent des arbres. Je pense que aussi bien le PDCI et le FPI sont très mal placés pour nous donner des leçons de démocratie. Très bien. Monsieur Maurice Kakougé-Kahué, je ne répète pas ce qui a été dit, mais tout de même, je suis obligé de vous rappeler que cette constitution que vous rejetez aujourd'hui, vous l'avez votée. Non, je ne la rejette pas. Je dis qu'il faut qu'elle soit appliquée. Alors, je le dis avec mes mots, mais je peux bien me tromper. Oui. J'ai cru comprendre que le PDCI ne veut pas de ce qui est en train de se passer actuellement, alors que vous l'avez voté, cette constitution. Voilà. Oui. Merci. Je voulais rebondir sur ce que Adjumani a dit en ce qui concerne l'article 183 et répondre en même temps à Big Togo. J'ai fait une analyse comparative en tant que professeur de sciences. J'ai pris l'article 35 de la Constitution de 2000. Pour être candidat, le président est élu pour 5 ans, il n'est rééligible qu'une fois. Âgé de 40 ans au moins 75 ans au plus. Ivoirien né de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens. Il ne doit pas n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé continuellement pendant 5 ans précédant les élections totalisées 10 ans de présence effective. Présenter un état de santé complet, de bien-être physique ou moral. Voilà l'article 30 en 2000. 2016 dit quoi? Élu pour 5 ans, il n'est rééligible qu'une fois. Ça revient. Être âgé de 35 ans au moins. Donc, on laisse tomber le plafond. Et je vais leur expliquer encore parce qu'ils n'étaient pas à la table de discussion. Pourquoi on a enlevé le plafond? Tout simplement, on a dit il y a 2 mandats. Et ensuite, on dit 75 ans. Donc, si on faisait une double limitation, on dit quelqu'un, quel que soit ton âge, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Donc, l'âge ne compte presque plus. Voilà comment les 75 ans ont été sautés. Parce que je sais de quoi je parle. Ensuite, on dit, donc maintenant, le plafond a été levé, tout le monde peut être candidat. On dit, il faut être de père ou de mère, c'est exact, donc ça revient. Maintenant, résident 5 ans, 10 ans, quoi on appelle, examen médical, tout ça, ça saute. C'est ce que l'article 183 dit. Tout ce qui est contraire à ce qui est écrit. Donc aujourd'hui, un candidat, on ne doit plus demander son bulletin de santé, parce que ce n'est pas en vigueur. Ça a été annulé. On ne peut pas lui dire pourquoi tu n'as pas vécu pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Ça ne marche plus. Voilà ce que ça veut dire clairement. Deuxièmement, on me parle de... Donc voilà comment le président Bédié peut être candidat. Ensuite, en ce qui concerne la nouvelle génération. Mais le président Ouattara nous a dit le 5 mars, parce que je reprends, il dit j'ai formé des jeunes, la nouvelle génération, il a formé des jeunes. Et ensuite, c'est la Constitution de 2016 qui a introduit la notion du ticket du président et du vice-président, qui est une très bonne chose, comme au Ghana. Si le président n'est pas là, il n'y a pas de parole, le vice-président automatiquement, comme quand Kennedy a été assassiné à 63, dans l'avion qu'il a ramené à Washington, Johnson a prêté serment, quand il est arrivé à Washington, il était déjà président de la République. C'est ça, c'est très important pour éviter les problèmes de succession. Donc, c'était très bien. Mais si Ouattara préparait un président, il préparait un vice-président. Parce que si le président n'est pas là, le vice-président le remplace. Donc si, malheureusement, notre frère Madougon, qui était candidat, est mort, on demande à Ouattara de nous sortir le vice-président jeune qu'il avait préparé pour remplacer Amadougon. Bitogo aurait pu être choisi, Adjumani aurait pu être choisi. D'accord. Alors, là, monsieur Adjumani, oui, vous répondrez. C'est maintenant, monsieur Adjumani. Vous avez vu. Non, oui, c'est monsieur Adjumani. Écoutez, non, c'est... Je ne peux pas attendre. Ça suit un ordre. J'ai parlé avant vous. Monsieur Adjumani, donc, suivez donc ma question. Que vous nous donniez le temps de nous exprimer comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est ce que je fais avec tout le monde. Qui connaît bien sa constitution, malheureusement, qui vient de lire
des paragraphes de cette constitution. Non, je vous assure que je ne me soupçonne pas de cela parce que c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. D'accord. Alors donc je pose ma question, vous pourriez répondre chemin faisant. Je voudrais... Je pose tout de même ma question, vous pourrez répondre chemin faisant. Est-ce que, je vous ai écouté tout à l'heure, M. Adjumani, est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement regarder quelqu'un et lui dire, M. Ouattara n'a jamais eu un mandat, 2 mandats, et il va vers un 3e mandat? Peut-on le dire véritablement, au-delà du droit? D'abord, avant d'en venir à cette question, D'accord. je voudrais dire à M. Djikaoué de me regarder droit dans les yeux. Puisqu'il a dit tout à l'heure que moi, je ne faisais pas partie de ceux qui partaient rencontrer le président Alassane avait eu Ouattara. la réunion. Il n'y a pas eu qui rencontrait Ouattara. Tu as eu la réunion. Non, Alors, vous terminez et vous aurez le temps de vous répondre. pouvez me Allez-y. laisser D'accord. continuer. Allez-y. Oui. Allez-y. M. Djikaoué est là. Il est le directeur exécutif du PDCI-RDA. Non, secrétaire exécutif. Directeur. Secrétaire. Le secrétaire exécutif. J'ai même été président du directoire. Le secrétaire Au moment où on exécutif en faisait chef, Ouattara. Il était le secrétaire. Oui, c'est après, en chef est venu et c'est grâce à nous. Ça obéissait Bon, je ne vais pas aux règles parler. intérieures, Djikaoué. Monsieur Djikaoué est là. Quand nos députés avaient émis les réserves en son temps, pour dire que si nous ne faisions pas de modifications et qu'on aille directement à une nouvelle constitution, cela permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat. Nous étions au secrétariat exécutif. Ils ont rencontré le président Bédié. Ils lui ont posé la question de ça. Monsieur le Président, c'est vrai vous êtes un économiste, mais vous avez fait le droit. Cette constitution permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons qu'il y ait une révision. Il y a eu une suspension de près d'1 mois. Le président Bédié est allé rencontrer le président Alassane Ouattara. Quand il est revenu, il a rappelé à l'ordre les députés pour leur demander d'accepter que ce soit une nouvelle constitution parce qu'il fallait mettre fin aux traces de Gueye qui a perpétré un coup d'État contre lui. Et que le verrou de l'âge ayant sauté, il faut permettre aux autres de disposer quand même d'autres faveurs. C'est ce qui s'est passé. Et les députés ont dit, bon, dans ce cas, nous allons trouver une clause pour dire que le président en exercice actuel ne pouvait pas être candidat dans le cadre de cette nouvelle République. Ça a été également refusé. Mais si ça a été refusé, ça veut dire qu'on a adhéré pleinement à l'esprit de cette nouvelle constitution. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes de 3e mandat. Tout à l'heure, on a dit, le ministre Sansan avait dit que le président ne pouvait pas être candidat. Ce n'est pas ce que Sansan a dit. Moi, j'ai pris soin d'écouter ce que Sansan a dit. Le ministre Sansan a dit qu'il peut démontrer que le président Alassane Ouattara ne va pas faire un 3e mandat. Mais il veut démontrer. Est-ce que les députés lui ont donné l'occasion de démontrer cela? Il n'a pas pu démontrer. Vous étiez député, vous l'avez vu. Il dit, je peux démontrer. Mais on ne lui a pas donné l'occasion de démontrer. Et puis aujourd'hui, on nous fait savoir que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Il sera candidat dans le cadre de la 3e République. Et ce sera son premier mandat. Et si moi, j'étais à l'Assemblée nationale, qu'on me posait la même question, je vais dire non, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Mais quand le président dit que je ne vais pas faire un 3e mandat, mais ça ne veut pas dire que la loi ne lui permet pas de le faire. Mais il a dit qu'il allait faire la passe à une nouvelle génération. C'est dans cet esprit qu'il évoluait quand il disait ça. Très bien. Mais vous connaissez la suite. Et Alassane est bel et bien notre candidat. Nous allons nous mobiliser pour qu'il soit élu au premier tour de ces élections. Vous avez été entendu, vous aussi. Maître Assou Adou,
Ouais, moi je pense vous que... pourrez commenter en même temps. Mais Ouais. dans le même temps, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi tout ce problème... Mais je vais d'abord répondre. Oui, tout ce qui parce se qu'ils passe... ont soulevé des aspects très importants. Oui, chemin faisant, vous pourriez expliquer. Nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Non, ce n'est pas ce que je demande du tout. Voilà, donc tout à l'heure, vous allez me poser la question. Non, je vous pose la question tout de même, et vous répondrez plus tard. Plus tard alors. Oui, comme vous voudrez. Voilà, Alors, plus tard. est-ce qu'aujourd'hui, M. Assoadou, on ne pouvait pas peut-être attendre que le Conseil constitutionnel décide de ce qui est en train d'être fait actuellement, ces polémiques-là? S'exprimer, manifester pacifiquement est un droit du peuple. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion, je pense. Et donc le peuple s'exprime. Et le peuple s'exprime pacifiquement en manifestant soit des marches, soit des sittings, soit des protestations. C'est écrit dans la Constitution. Donc là-dessus, que le Conseil constitutionnel reprenne après, lui aussi c'est son droit. Mais je voudrais souligner, vous avez employé des mots pour moi qui me choquent. Nous sommes dans une république. Dans une république, il n'y a pas de succession. On ne désigne pas son successeur. Que voici mon successeur. Quand vous dites ça, lorsque j'avais entendu, je me dis, mais on se retrouve en Haïti. Parce que M. Adjoumani, bon, il est jeune, peut-être qu'il... Une succession en interne. Non, j'arrive. Une succession peut obéir à des règles. Laissez-moi terminer. Hein? En Haïti, le docteur Duvalier, en son temps, un jour il vient, après avoir régné, comme vous le savez, il présente son fils, bébé Doc, c'est-à-dire Jean-Claude, et puis il dit, voici mon successeur. Mais on est en République. En République, il n'y a pas de successeur. Et comme dit le professeur, si on dit je donne le pouvoir à une nouvelle génération, mais voici des éléments de la nouvelle génération qui sont devant moi. Moi, je suis qui sont moi. Non, moi je suis... Est-ce que vous avez encore attendu que Babo vienne être Attends, moi je suis plus âgé. Moi, attendez, il ne faut pas me couper la parole. Voilà, vous êtes plus jeune que moi, donc vous êtes mes petits frères. Bon, donc, on pouvait choisir un d'eux, mais on dit que non, un événement grave est passé. C'est vrai, nous tous, nous avons été touchés, nous avons été peinés de voir cette fin tragique de notre frère. Mais cela n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que si un tel événement arrivait, alors on choisit quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, attendez. Allez-y. Donc, c'est vraiment ahurissant lorsqu'on entend cela. Ensuite, le ticket. Je voulais parler de ça après, mais comme ils l'ont évoqué, le ticket. La Constitution actuelle, quand les jeunes manifestent, il faut se demander pourquoi c'est maintenant que les gens manifestent. Pourquoi? Et c'est ce que je vais vous expliquer. La Constitution actuelle contient des éléments assez graves. Et un des éléments graves, c'est le fait même que le président élu nomme le vice-président. C'est-à-dire que nous tombons dans un système de royauté. Oh, on n'est pas dans un royaume. On n'est pas dans un royaume. Mais tout cela, les Ivoiriens ont accepté. En se disant, bon, mais écoutez, on va arriver le 31 octobre, il y aura les élections, nous allons voter massivement et certainement on mettra fin au pouvoir RHDP unifié. Ah, je pense que c'est un rêve. Ouais, non, c'est une réalité. Voilà. Et voilà que, non, on dit non. Écoutez, M. Ouattara va faire un troisième mandat, ou comme dit M. Adjoumani, c'est un premier mandat. Ça encore, c'est une histoire assez grave tout à l'heure. Vous apprenez bien. Tout à l'heure, je le démontrerai. Oh, il dit ça. Mais c'est tellement grave. Parce que, comme l'a dit le professeur, la Côte d'Ivoire a évolué en disant une limitation des mandats. Mais cette limitation des mandats a eu une histoire en Afrique. Ce n'est pas ici. Après l'époque coloniale, c'est-à-dire dans la période post-coloniale qui nous a menés jusqu'à 1990, 93, 95, on a vu les régimes de présidents à vie, on a vu des empereurs, on a tout vu. Oui. Attendez, je vais finir. Oui, alors les législateurs, par la faute des les invités, constitutionnels ont dit, oui. non, désormais, on limite les mandats.
Mais si aujourd'hui, on revient en arrière, c'est-à-dire que c'est comme si on décidait, tout à l'heure, on va éteindre toutes les lumières, et puis on va nous emmener des lampes tempêtes. Des lampes tempêtes. Vous voyez, oui, je suis obligé de vous interrompre donc, sur ce point, voilà. parce que par la faute des invités, on ne pourra pas épuiser tous les sujets. Ne m'en voulez pas plus tard. Voilà, je vous le dis. Mais sur ce point, un dernier tour de table et nous allons passer à autre chose. Oui, c'était bien entendu. C'était à lui la parole. Bon, en fait, il y a les interprétations, voilà. Mais je reviens pour dire que le président Ouattara viole la Constitution. Et c'est un fait grave, si on y prend garde. Demain, un président va venir, il va dire que je change, ce n'est plus une république, c'est un royaume. C'est ça, c'est pour le futur. Qui a fait l'article 35 en Côte d'Ivoire? Attendez, là j'ai la parole. Deuxièmement, l'article 179, parce qu'il dit, le ministre, ce n'est pas le ministre sans ça, c'est le commissaire du gouvernement qui est venu à l'Assemblée. Et c'est le député Manou Bikoueli qui a posé la question. Et il a dit qu'il peut démontrer que Ouattara a dit qu'il ne peut pas faire un troisième mandat, comme je l'ai dit. Et que si même Ouattara le voulait, techniquement et juridiquement, il ne peut pas à cause de l'article 183. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, ça peut changer, mais c'est factuel. Maintenant, l'article 179 va plus loin encore dans les mesures transitoires. On dit le président de la République en exercice, à la date de la promulgation de la présente Constitution, nomme le vice-président de la République. Duncan a été nommé. Qui est le président de Duncan? Pourquoi Ouattara a été élu avant la Constitution et il nomme Duncan? Peut-être que Ouattara nous aurait eu, parce que je le dis, s'il avait dit, bon, comme il y a une nouvelle Constitution, je démissionne, Duncan et moi, on est candidats, aujourd'hui on ne discuterait pas. Mais le fait qu'il soit resté président avec cet article 179 et qu'il ait nommé Duncan, qui était son vice-président, mais la continuité était là. Donc, je dis, bon, il a parlé du président Bédié, qu'on dit on est d'accord. C'était sur le thème de révision. Et en tout cas, je suis très heureux qu'ils le disent. Pendant un mois, j'étais chef de secrétaire, j'ai dit c'est une révision, ce n'est pas une nouvelle constitution. Parce qu'en 1990, quand Alassane Ouattara devait être nommé Premier ministre, la primature n'existait pas dans la Constitution. Les députés ont fait une Constitution, ils ont mis la primature et on n'a pas changé de République. On a changé de République quand il y a eu un coup d'État, on a tout dissous, à part la Cour suprême, tout a été dissous et on a fait une constituante qui a recommencé. Voilà, donc ce n'est pas l'addition de nouvelles structures qui fait changer de République. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire dans mon entendement, et surtout, d'après ce qui m'a été dit, c'est ce que je dis, moi je suis un témoin, on m'a dit que le président n'allait pas être candidat. Et moi j'ai une culture judéo-chrétienne, je suis pratiquant, je finis là-dessus. Vous voyez, Jean-Baptiste. Oh là là. Ah non, c'est important. Oui, non, c'est important. C'est important. Vous allez prendre la parole. J'ai dit Jean-Baptiste. Restons dans le débat. Non, mais c'est le débat. J'ai dit Jean-Baptiste a eu la tête coupée parce qu'à une réunion officielle, la fille de sa femme avait dansé. Il était tellement heureux. Il a dit, dis-moi ce que tu veux. Il a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le roi était contrarié. Mais un roi, quand il dit quelque chose, il ne revient pas là-dessus, il a coupé la tête. Adjoumani sait, il est à Caen, les rois ne parlent pas, c'est le porte-parole. Mais quand le chef lui-même dit que je ne peux plus, c'est ça qui pose problème. Monsieur, allez-y, monsieur. Non, je veux revenir parce que venant de Gikawe, quand même, ça me... Allez-y et nous allons terminer avec ce point. Non? Le président Bédié annonce en 2010, lorsqu'il est... Oui, mais si vous voulez bien, nous allons rester sur ce point. Lorsqu'il est battu... Non, s'il vous plaît. D'accord. Lorsque le président Bédié est battu aux élections en 2010, il annonce à tous les Ivoiriens, c'est mon dernier combat. Le même Bédié, quelque temps après, dit, si les circonstances me permettent, je pourrais être candidat. Je veux dire, c'est l'appréciation des contextes qui l'amène. Comment aujourd'hui, lui, il peut considérer? Parce qu'à la vérité... Le Bédié n'a pas dit à un congrès. Non, nous, le débat de la Constitution pour nous... Bédié n'a pas dit à un congrès. Non, mais le débat sur la Constitution pour nous, il est clos. Maurice, il faut que tu le comprennes. Il est clos. Pour vous.
nous, on conseille les clos. Le président Alassane Ouattara va déposer sa candidature. Ce que je veux dire, qui a créé cette loi unique en 1995, empêchant le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo d'être candidats? Mais c'est bien Bédié qui est à la base aujourd'hui de toutes les crises que nous avons vécues. Mais c'est né de c'est le Bédié qui vous a donné la présidence. C'est le même Bédié qui a fait que Ouattara a été élu président. Alors, on ne peut pas recevoir de leçons. Vous ne pouvez pas faire des leçons à Bédié, parce que sans Bédié, Ouattara ne serait jamais président. Vous ne vous écoutez plus. Ah oui, sans Bédié, Ouattara ne serait jamais président. On ne vous écoutez plus. Non, on va s'écouter parce que ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous répondions à leurs attentes. Le président Alassane Ouattara, parce que ce qui est beau, Bédié a été président, Gbagbo a été président. On peut faire une analyse comparative des réalisations. En termes de performance économique et des infrastructures, les Ivoiriens verront bien que le président Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous considérons qu'en l'État, au regard du contexte et de ce que nous avons vécu, le président Alassane Ouattara demeure le meilleur choix et l'alternative crédible pour les Ivoiriens. Voilà. Oui, M. Adjoumani. Oui, vous savez, je vais prendre au mot mon aîné Djikawe, que je respecte bien. Vous savez, quand il dit que quand on est chef, et il fait même allusion à moi, en tant que, d'abord, porte-parole. C'est vrai, j'étais le porte-parole du PDCI, après lui, il est devenu le micro, et moi, j'étais devenu le haut-parleur. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais dire à Djikawe, c'est que quand il y a eu le coup d'État, il fait partie de ceux-là qui ont déchiré les affiches de Bédié. Ah, mais c'est faux. J'arrive. Non, il ne faut pas... Nous sommes en direct. Je ne peux pas te permettre. C'est un mensonge. Un mensonge d'État. D'accord. Djikawe avait dit à son temps... Oui. Que Bédié est dépassé. C'est un mensonge. Il a fait campagne de guerre. C'est un mensonge. Il a attrapé le sac. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, il y a les preuves. C'est ce même voici les mensonges que vous dites. Qui 20 ans après retourne vers Bédié pour dire Bédié, tu vas être notre candidat. Mais Djikawe, ce ne sont pas des mensonges. Nous sommes là témoins de l'histoire. Ce n'est pas dans les moments de paix qu'on doit être courageux. C'est dans les moments de difficulté que l'homme doit être courageux. Maintenant, revenons à l'article 183, s'il vous plaît, je termine là. Revenons sur l'article 183 que le président Bédié a confondu à un article qui et Zorobi qui est juge a confondu. Et Zorobi qui est juge a confondu. Zorobi qui est juge a confondu. L'article 183. On vous a dit que de 1960, 2000 et 2016, ce sont les mêmes dispositions. Mais vous savez, on a hérité des lois de la colonisation. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Lorsque nous avons accédé à notre indépendance, il nous fallait mettre en place un nouveau parlement, de nouveaux textes. Mais en attendant de mettre en place les nouveaux textes, il fallait une disposition transitoire pour continuer d'utiliser les lois héritées de la colonisation. C'est pour cela qu'on a dit que la législation en vigueur reste applicable dans le cadre, certes, de la loi, mais la condition, c'est que ça respecte la nouvelle constitution. Il faut qu'il le sache. Ça ne renvoie pas à la nouvelle constitution, mais ça renvoie au texte législatif voté par les députés, alors que la constitution est votée par le peuple. Et il a le constat que je fais, c'est que sur ce point, les positions sont très figées. Alors, je voudrais tout de suite, là, je vais m'adresser à M. Assoadou. Monsieur Assoadou, quel commentaire vous faites aujourd'hui sur la radiation des personnalités suivantes, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé? Mais c'est un grand scandale que le président Gbagbo, que Charles Blé Goudé, que Soro Guillaume soient rayés par des arguments fallacieux. Gbagbo Laurent conserve tous ses droits civiques. Gbagbo Laurent est éligible. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et puis, chose plus grave, on refuse de donner un passeport
ordinaire à Babo Laurent. On nous dit non, c'est un traitement. Combien de mois on met pour traiter la demande d'un passeport, alors que Babo n'avait même pas besoin de demander un passeport? Qui a livré Babo à la CPI? C'est M. Ouattara. C'est l'avion de M. Ouattara qui a déposé Babo à la CPI. Le même avion ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire. Il a besoin d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander un passeport. C'est un grand scandale. Alors que, qu'est-ce que Babo a fait? Que ce soit pour M. Ouattara, que ce soit pour M. Bédié. Et je parle là, je prends Big Togo en témoin, parce que je sais ce qu'il dit de bien de Babo. Je le sais. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des amis, nous avons des parents. Donc on sait ce que chacun dit. Babo n'a pas besoin. Le fait même que Babo ait demandé un passeport, c'est un scandale. Et toute la classe politique ivoirienne, y compris le RHDP, doit se trouver mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que quand Babo Laurent est arrivé au pouvoir, il a dit, mes prédécesseurs, que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédié, ce n'est pas normal qu'ils soient dans des conditions de vie difficiles. Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Babo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Chacun a dit ce qu'il voulait. Babo a rempli ses conditions. Et le même Babo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, aux Européens, allez-y le tuer. Bon, heureusement, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors, vous avez donné votre point de vue. Monsieur Guy Kahué, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Blé-Goudé hors du pays, qui veulent retourner, quel commentaire vous faites? Bon, dans la Constitution, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Donc, normalement, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout que, ensuite, Gbagbo, prenant le cas de Gbagbo, Blé-Goudé, ils ont été jugés par contumace. Quand vous n'êtes pas là, on vous juge. Et quand vous venez, on reprend le jugement. Donc voici quelqu'un que vous avez jugé, il n'était pas là, qui veut même venir pour que vous le jugez, vous refusez qu'il vienne. Je ne vais pas plus loin. Monsieur Youmani, sur la question, ces trois personnalités hors du pays. Vous savez, moi je suis heureux aujourd'hui de voir Assoadou et Djikaoué parler le même langage. Tout à l'heure, j'ai eu peur parce que j'avais vu le visage de Djikaoué un peu triste quand il parlait de Gbagbo à la CPI. Parce que je me souviens de cette phrase, retentissante encore dans mon esprit, quand Bédié disait que la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Ça circule encore sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, Djikaoué se permet de dire non, que c'est son pays, il doit revenir. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais je crois que je n'ai rien à dire. C'est la justice. Si la justice dit que Gbagbo doit revenir sur la base des décisions qui ont été prises, moi je n'ai aucun inconvénient à cela. Donc je ne vais pas m'y mixer dans les affaires. La justice l'a déjà dit. Non, il a été condamné ici. Hein. Ici? Mais, oui. Mais il vient de... Laissez-moi ça, Gbagbo Laurent a été condamné. Oui, Est-ce que vous avez su? Pas coutumace? Non. Laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur Ayoumani. Mais qui a été condamné par défaut? Il faut bien allez-y, monsieur Ayoumani. La différence entre être condamné par défaut et être condamné par contumace. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que si on veut revenir à ce qui s'est passé en 2010 et autres, on va encore faire des malheureux qui vont se souvenir de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, s'il mérite d'être sur la liste électorale, les personnes habilitées à le faire, ce sont les membres du Conseil de la Commission électorale indépendante. Et là-dessus, son président
a été clair l'autre jour à l'occasion d'un débat où il a eu à dire que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'on ait extirpé de ces listes ces personnes dont vous venez de parler, ils n'ont qu'à aller vers la commission électorale indépendante qui va analyser les choses et qui va décider des mesures à prendre. Donc moi, je ne peux pas venir ici, je ne suis pas membre de la commission électorale indépendante pour dire si le président Gbagbo mérite d'être sur la liste ou pas. Mais ce que j'ai appris par rapport à la déclaration qu'il avait faite, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné, il n'y a pas eu de rappel, et par conséquent, il n'y a pas eu d'appel, plutôt, il n'y a pas eu d'appel, donc on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a été injustement retiré de la liste électorale. Il y a eu des morts qui ont été extirpés, mais est-ce que les parents des morts vont venir se plaindre pourquoi vous avez enlevé? Mais de la même façon... c'est un autre point que vous, vous abordez. Voilà. Oui, mais monsieur Adama Bictogo, sur la même question... Monsieur Fofana, juste avant de rebondir sur cette question, dire à mon grand frère Soadou, effectivement, moi je suis par principe, je ne renie jamais ma fraternité. Dikawe est mon grand frère, on a eu des relations fortes. Au plan politique, nous pouvons avoir des oppositions, mais je pense que la dimension humaine doit demeurer au centre de notre engagement politique. C'est pour cela que le président Gbagbo reste mon grand frère. Mais sur certains points politiques, je peux avoir une position qui est contraire à celle qu'il a ou celle que tu as. La preuve, je t'ai toujours appelé toi-même grand frère. Ceci étant, sur leur absence, leur radiation. Leur radiation sur la liste électorale, je pense que le président Kubert l'a expliqué la dernière fois. Lui, il gère les effets de la justice. Il se trouve que les juges ont condamné le président Gbagbo pour des faits qui lui sont reprochés et que les avocats ayant été saisis n'ont pas fait appel, donc la décision étant exécutoire, ils ont donc, la justice a considéré que le président Gbagbo perdait ses droits civils. Donc je veux dire, nous, on a, en tant que RHDP, on n'a pas compétence à donner notre avis sur cette situation de radiation. Donc là-dessus, je pense que nous ne faisons que prendre acte. Et il y a eu une semaine de contentieux. Je pense que chacun des Ivoiriens a pu donc s'exprimer relativement donc à cette liste électorale. Très bien. Mais est-ce que vous me permettez, parce que est-ce que sur le passeport, qu'est-ce que vous dites? Mais je pense que le porte-parole du gouvernement a répondu. Je voulais faire une précision. Vous voyez, nous sommes à un haut niveau. Nous avons tous été ministres. Nous parlons devant la Côte d'Ivoire. Quand on juge quelqu'un par contumace, là, il n'y a pas d'avocat. Pour faire appel, il faut un avocat. Et quand tu es jugé par contumace, c'est suspendu. Si tu reviens, on te rejuge. Comment on peut faire appel? Voilà, c'est ça. Mais si tu reviens... Oui, on te juge. Tu vas directement... On te juge. Oui. Donc on ne peut pas, comme il n'est pas revenu, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Il y a deux options. Ah oui, non. Il y a un état de contumace, c'est qu'il a fui. C'est pour ça, et en contumace, on dit qu'il a fui. Il y a une certitude. Il y a une certitude. Parce que nous ne sommes pas juristes. Je pars du point suivant. Le jour où on a pris Gbagbo de Korogo pour l'amener à La Haye, qui l'a amené? C'est un avion de Côte d'Ivoire qui est parti le chercher pour l'amener là-bas. Et puis on dit, on va juger Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où se trouve Gbagbo, Laurent? Non, mais monsieur Achouad... L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où se trouve... Ce n'est pas la question que nous avons posée actuellement. Monsieur Achouad, au-delà de toute considération, lorsque le président Gbagbo est envoyé à la CPI, vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire vient de connaître 3000 morts dans tous les camps. C'est ce que vous dites, mais vous avez fait plus que ça. Non. Bon, on constate quand même, on déplore. Il faut qu'on déplore. Parce que ce que je reproche quand même à beaucoup de cadres du FPI, c'est de n'avoir pas fait de repentance. Il y a eu des morts. À aucun moment, il y a eu de la repentance
pour ces Vous Ivoiriens avez qui fait sont de la tombés. repentance? Ah ben nous, on a fait de la repentance. Ah ben bien sûr. On a fait de la repentance. Allez-y, vous n'avez pas fait de repentance. On a tous été témoins. Nous avons entendu vos différents points de vue sur la question. Quand M. Lamblay est tué au Novotel, M. Lamblay est tué au Novotel. Ces autres personnes sont tuées à Bobo. Monsieur Bictogé, monsieur Assoadou. Au niveau où nous sommes, Monsieur le sens de la Bictogé, monsieur responsabilité commande qu'on ait un dépassement de soi. Ouais, mais Qu'on fonctionne. On fait le dépassement. Non, On vous ne fonctionne faites pour l'avenir. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous puissions ensemble faire des propositions, des offres politiques, de projets qui puissent aider à l'épanouissement des Ivoiriens. C'est ce qu'on attend de vous. Très bien. Vous ne faites pas ça. En tout cas, ce que les Ivoiriens attendent de vous, c'est de répondre aux questions que je suis en train de vous poser. Pour le moment, Bien sûr. Nous y sommes. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la CEI. Nous allons en parler. Et là, vraiment, je voudrais m'adresser à M. Gikawi. M. Gikawi, nous vous avons suivi à plusieurs reprises. Il y a eu des conférences. J'ai envie de dire, excusez-moi de le dire, que vous faites des déclarations, mais vraiment sans élément de preuve. Le président de la CEI que nous avons reçu ici a demandé à ce que vous lui présentiez les preuves de ce que vous avez dit. On vous a entendu dire qu'un individu qui était né en septembre 1850 était sur la liste. On vous a entendu dire qu'il n'y avait rien que des étrangers sur la liste électorale. C'est beaucoup de choses que nous avons entendues. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les preuves de ces éléments-là. D'accord. Preuve de ceux qui ont plus de 100 ans. Ils sont nombreux, mais je prends un cas. Carte d'électeur V0208, 73 86 46. Abidjan, lieu de vote à Bobo, bureau de EPV à Noisé, le nom Traoré Ahmed, couturier masculin, 169 ans, né le 1er septembre 1850. Voilà, c'est précis. J'ai des preuves. Voilà, tout ça. Tout ce document-là, c'est des anomalies. Les gens qui ont moins de... Il y en a combien? Il peut nous dire le nom? Non. J'ai fait mon enquête. Mais non, attendez. Oui. Mais vous m'avez posé une question. Oui, mais... Je vous donne les preuves. Oui. Il y en a. Voici une preuve. J'ai cité avec même les étrangers qui ont été... On a les preuves, j'ai les documents. Oui, mais même s'il y a un seul... Attendez, on dit qu'il y a des morts... Tu dis comme c'est un seul mort, c'est pas grave. Non, mais monsieur attendez, un mort est un mort. En matière même s'il y en a 35, même s'il y en a 40, il y en a 2, c'est une anomalie, c'est une fraude. Non. Ah, si. Non, alors, monsieur Maurice, je vous interpelle tout de suite. En matière de conception de liste électorale. Monsieur Bito, je voudrais qu'il termine avec ces éléments de preuve. Attends, je vais finir. Et vous aurez le temps de réagir. Il y a des gens qui ont moins d'1 an, tout ça, il y en a plein. Les preuves sont là. Parce que nous, on a demandé quelque chose, je ne vous donnerai pas tous les détails. Ensuite, en ce qui concerne Vaudou Communication dont je parle. Oh là là. Non, attendez. C'est les preuves, parce que ça fait partie des griefs qu'on a contre le président Soyi. Madame Salimata Porquet écrit à quelqu'un. J'ai enlevé les noms pour protection des choses, mais quand ça va, comme il dit, je vais aller en justice. Quand on sera à la justice, je vais tout dire. Mais voilà, elle écrit, elle dit, elle veut une société pour voir le code du domaine. La personne écrit, et puis dit, tu trouveras en pièce jointe la lettre de CEI pour la récupération du nom du domaine, CEI.com. Ça veut dire rentrer dans le fichier électronique. Et puis il dit, nous avons émis à la demande de notre client Vaudou Communication une demande de transfert du domaine CEI qui, pour semble, est urgent. Le client est ici en copie. Voilà. J'ai tous les mails. Mais je voudrais tout de même vous poser ça. Et le président, quand on lui a parlé, il a fait une lettre en disant à la société NDB Consult, à laquelle il a donné le marché, qu'il lui a donné le marché, qu'il ne veut pas de sous-traitance et d'arrêter cette activité. La lettre est là. Donc je ne parle pas dans le vide. Mais alors comme M. Wagnon dit je voudrais quand même vous poser la question à M. Gikawi. Pourquoi vous avez tous ces éléments que vous pourriez mettre à la disposition de la CEI? Non, là, on leur a dit. Mais parce que nous, on réclame l'audit international de la liste. Donc, on a nos preuves. Par exemple, les étrangers, voilà. Vous aurez le temps de répondre, c'est sûr. Non, il y a vous avez votre réaction. Vous avez les étrangers sont là. Les doublons, 25 000, il y a des gens qui ont 10 cartes d'électeurs. Il y a un cas, on rend sa carte, il y a 15 cartes qui sortent. Voilà. À un bateau, on a fait huissier de justice qui a constaté, on a porté pour fraude contre la nationalité. Il y a plein, c'est des échantillons. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on demande
qu'il y ait un audit de la liste électorale. D'accord, et les preuves existent. Nous allons parler de l'audit international. Monsieur Djikaoué, monsieur... Ah non, il ne s'appelle pas Djikaoué. Oui, c'est sûr. Je voudrais justement m'adresser à M. Bictogo qui réagisse ensuite vous, de votre point de vue. Oui, non, je voudrais dire au professeur, là je parle quand même à l'homme de science, qu'en matière d'élaboration des listes électorales, qui repose donc sur des fondamentaux rationnels et scientifiques, et que même en médecine, lorsqu'on parle même d'épidémie, il y a des taux d'acceptation, d'erreurs qui permettent de dire, par exemple, quand on parle d'épidémie, vous allez jusqu'à, je crois, 2%, de 0 à 2%, on considère que ce n'est pas si grave. Mais c'est pareil dans la conception. Mais on surveille le site. Mais j'arrive. C'est pareil, c'est aussi valable dans la conception, dans l'élaboration d'une liste électorale. Lorsque le taux de rejet, de marge d'erreur, varie entre 0 et 3%. Dès lors que vous constatiez qu'à l'intérieur, qu'il y a... C'est pour ça que je demandais le nombre. Pour ce que vous citez, c'est tellement minime qu'on ne peut pas remettre en cause la fiabilité de la liste électorale. On peut constater, vous pouvez effectivement amener la commission électorale à rattraper, à régler le problème que vous posez, mais on ne peut pas remettre en cause la liste. Maintenant, si vous venez démontrer, par les preuves, que vous êtes à plus de 3%, vous êtes à 5%, 6%, naturellement, en ce moment, on peut commencer à se poser des questions. Mais là, pour l'heure, vous avez des éléments qui, honnêtement, ne sont pas assez suffisants pour remettre en cause la liste électorale. On ne vous a pas donné tous les éléments. Mais écoutez, remettez tous les éléments à la CEI pour qu'elle puisse... Donc oui, non, parce que nous adressons... M. Bictogo, oui. Est-ce que vous êtes en train de minimiser les fraudes qui sont... Non, je ne suis pas en train de minimiser. La fraude, elle est constatée. Voilà. Donc une sanction, les dispositions doivent être prises. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de donner les règles, les fondamentaux qui permettent la certification d'une liste électorale. C'est important de le savoir, parce que si on vient vous dire à la télévision, parce que nous sommes des hommes quand même représentatifs, on s'adresse aux Ivoiriens, qu'il y a eu 35 qui ont eu de faux papiers sur 7 500 000 électeurs, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause cette liste électorale. On ne peut pas dire que la maison que vous êtes en train de construire, parce qu'il y a une petite fissure, elle n'est pas habitable. Donc, c'est pareil. Je considère que M. Maurice Djikaoué, je veux bien croire qu'il a des preuves. Il vient de nous en parler, mais que ces preuves ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la crédibilité de cette liste électorale et que cette liste électorale est fiable pour qu'on puisse aller aux élections du 31 octobre 2020. Monsieur Ayouman. Bon, je voudrais d'abord faire savoir que cette liste électorale tire ses origines de celle de 2010 qui ont permis d'aller à des élections. Il y a eu des révisions qui ont été faites, après quoi nous avons fait d'autres élections au niveau local. Et aujourd'hui, dans le cadre des élections à venir, on vient de faire une nouvelle révision des enrôlements qui ont été faits sur la base des nouveaux majeurs et également extirper donc de cette liste les personnes décédées, les personnes qui ont été condamnées et les personnes qui, plus ou moins, ne sont plus en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous faites le ratio tel que M. Bictogo l'a dit, vous allez vous rendre compte de ce que la chose n'est pas aussi grave comme le présente M. Djikaoué. Vous savez, je connais bien les méthodes de certaines personnes qui aiment grossir les faits pour donner l'impression d'un scandale. Mais un bébé d'1 mois ou de 2 mois qui est inscrit sur
le listing électoral. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais on va devant la commission électorale indépendante pour porter les faits. Ce n'est pas devant les journalistes qu'on vient dire, alors qu'on dit qu'on veut vraiment appliquer la loi, et on s'expose devant des journalistes pour donner l'impression que tout ne va pas. C'est ce qu'il faut reprocher à l'opposition actuelle. Si vous avez des faits majeurs que vous devez présenter à la commission électorale indépendante dans le cadre de cette révision, vous y allez avec des documents à l'appui. Et sur la base des analyses qui vont être faites, on va essayer de corriger. Mais vous n'allez pas les voir, vous criez au scandale, vous ameutez tout le monde, on écrit à toutes les ambassades pour donner l'impression que tout n'est pas bon, il faut auditer. Et on a vu, ils n'ont qu'à continuer d'auditer parce qu'eux, ils ne croient pas en ces élections. Mais nous y croyons. C'est pour cela que nous sommes engagés à aller jusqu'au bout. D'accord. Oui, je voudrais dire un mot. En plus de ce qu'a dit le professeur, je dirais que cette liste électorale est mauvaise, très mauvaise. D'abord, ils avaient annoncé un certain nombre de jeunes majeurs qui vont alors être sur la liste électorale. Des millions. On a trouvé combien? Très peu. Mais très peu, pourquoi? Parce que techniquement, ils ont échoué. On donne des plaquettes qui ne fonctionnent pas. Et les structures qui sont chargées de recueillir les inscriptions, vous arrivez, les juges disent qu'ils sont débordés, ils ne peuvent pas signer les certificats de nationalité. Et encore, c'est-à-dire au départ, on n'a pas dit aux Ivoiriens que vous pouvez vous inscrire avec un certificat de nationalité. On leur a dit, c'est votre carte nationale d'identité. Quand ils ont vu qu'il y a eu un problème, non, certificat de nationalité. OK, les gens s'en vont, les juges sont débordés. On dépose les dossiers, on ne signe pas. Quand les dossiers sont signés, on vous dit, allez-y voir le responsable de RHDP unifié, il a vos dossiers. Vous voyez, un militaire FPI va trouver le responsable de RHDP. De quelle région? Oh, à Béoumi. À Béoumi, on a vu ça. Ils ont et ailleurs, isolés, hein? Non, mais ce sont des cas concrets. Allez-y. Voilà. Et ainsi de suite. Donc la liste qui a été faite ne traduit pas la réalité du terrain. C'est pourquoi nous demandons, et le ministre l'a dit, nous demandons l'audit international de cette liste. Mais nous demandons que le président actuel de la CI soit remplacé. Parce qu'il a montré son incapacité. Vous allez jusqu'à demander... Oui. Nous sommes fermes là-dessus. Nous sommes fermes là-dessus parce que lorsque vous confie une mission aussi importante, dans les situations aussi importantes de la Côte d'Ivoire, où on veut aller vers des élections apaisées, il faut jouer son rôle. Lorsque vous ne jouez pas votre rôle, il faut qu'on vous remplace. Parce que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme dit que les membres de la CI, du bureau central, il faut remplacer parce qu'ils n'ont pas été choisis suivant les règles, ça veut dire que vous aviez échoué. Quand ils disent les structures locales des CI, donc 98% sont entre les mains des RHDP unifiés, qu'il faut recommencer, ça veut dire que vous aviez échoué. Nous ne pouvons pas prendre cela pour aller aux élections. Alors, Monsieur Fofana, je voudrais rafraîchir la mémoire de... non, ma mémoire est déjà rafraîchie. Non, elle n'est pas rafraîchie. Non. Ma mémoire est déjà... Quand M. Mambé était président, de la CEI, je crois que de temps en temps, le ministre Dikaoué doit avoir... Oui, moi, je voulais parler quand vous avez dit... Ne savez pas, je voulais vous dire... Quand M. Mambé... J'ai la parole, monsieur le ministre. Quand on parle de Mambé... J'ai la parole. Allez-y. Quand M. Mambé était président de la CEI, le pouvoir FPI ne voulait pas de Mambé. Parce que, justement, il n'accédait pas à leurs requêtes. Ils ont voulu le manipuler. Il a introduit 800 000 dossiers de faux dossiers. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. 800 000. 800 000 faux dossiers. Comme il refusait
d'obéir aux ordres FPI. La première marche qu'on a voulu organiser, à l'époque, Dikawa et moi étions en charge de la mobilisation et l'organisation au RHDP. Il s'en souvient. Lorsque Mambé a refusé d'obéir pour ne pas qu'on aille dans les dérives, le FPI n'a pas bougé, a tout fait pour qu'on fasse partie, M. Mambé. Il a été remplacé par un autre cadre du PDCI. Mais ça n'a pas empêché que le FPI perde les élections. Je voudrais quand même qu'on revienne aux réalités. Ce sont les électeurs, ce sont les Ivoiriens qui font gagner il donne pas le chiffre. Mambé avait introduit frauduleusement des milliers de ce sont les Ivoiriens qui font gagner. Donc c'est pour cela que je dis... Je suis obligé de les... Oui, c'est pour cela que je dis... faisons des offres, parlons aux Ivoiriens, allons vers les Ivoiriens, parce qu'une élection, ça se gagne par les Ivoiriens. Alors, justement, je reste sur vous directement pour vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à cacher si vous ne craignez pas un audit? Pourquoi vous craignez un audit international? Non, je n'ai pas dit qu'on craint. Tout à l'heure, je vous ai répondu en disant qu'il faut faire la preuve de ce que cette liste électorale n'est pas fiable. Le ministre Adjoumani vous a dit déjà, cette liste électorale prend sa source en 2010. On fait les élections en 2010 avec cette liste électorale. On fait des élections en 2015 avec cette liste électorale. On fait des élections locales en 2018 avec cette liste électorale où le PDCI a des candidats. En 2016, où le ministre Dikawa lui-même est candidat. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux électeurs qui viennent s'ajouter. Donc, cette liste, à la vérité, non seulement elle a une antériorité, elle a une crédibilité depuis 2010, subitement, parce qu'on change de camp, parce qu'on a d'autres intérêts, alors on trouve que cette liste électorale n'est plus fiable. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce qui fait aussi un homme politique, c'est sa cohérence et sa constance. Là, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de cohérence. Alors que nous sommes en face de nos compatriotes. Il est bon qu'à un moment donné, quand même, nous puissions assumer notre histoire. Et nous, on assume notre histoire, le RHDP. Monsieur Adjoumani, l'audit international, en quoi est-ce qu'il pose problème? Moi, je n'ai pas dit que je suis opposé à un audit international. Pourquoi je vais m'y opposer? Mais tout à l'heure, je vous ai donné certaines raisons. Bientôt, on ira à des élections. Quel temps l'audit va prendre? Quel temps l'audit va prendre? Les gens sont en train de nous divertir. Vous avez vu, le PDCI et les autres partis de l'opposition avaient décidé de participer au débat sur le dialogue politique. Mais à un moment donné, ils ont claqué la porte. Ils en sont sortis. Mais aujourd'hui, on les voit en train de courir pour venir occuper des postes au niveau de la commission électorale indépendante. Mais trop, c'est trop. C'est vrai, on dit que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée. Mais on ne va pas s'évertuer chaque fois à attendre les desiderata des uns des autres avant de nous afficher alors qu'on va inexorablement vers la tenue de ces élections-là. Donc nous ne sommes pas opposés, mais nous disons que s'ils ont des craintes, ils peuvent les traduire devant la commission électorale indépendante. Mais pas question de dire on va demander que le président actuel démissionne, mais vous allez mettre un autre président. Ce sont les mêmes critiques qui vont être faites. Donc moi je pense qu'aujourd'hui là, si vraiment l'opposition veut aller à des élections, qu'elle s'organise et qu'elle vienne sur le terrain. Nous allons nous frotter et le meilleur va gagner, plutôt que de nous faire perdre du temps inutilement. Donc, oui, bon. Oui. D'accord. Monsieur Guikawi, monsieur Assou Abdou, mais quel est le fondement de vouloir soumettre absolument la liste électorale
un audit international. Quel est le fondement? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire sur place? Globalement, non, parce qu'il faut se faire confiance. Il y a des choses, on est parti à l'extérieur qu'on ne se fait pas confiance. On a eu des conférences à Pretoria, un peu partout. Quand une situation arrive que la confiance n'existe pas, on fait venir une troisième personne pour être beaucoup plus à l'aise. Mais je veux rappeler, et Big Togo l'a dit tout à l'heure, pour 2% d'erreur, on a démissionné Mambé de la commission électorale indépendante pour le remplacer par Youssou Bakayoko. C'était une affaire de 300 000 personnes. On parlait de listes grises, listes noires, listes blanches. Vous vous souvenez très bien. C'était 300 000 personnes. Ça avait 2% de la liste. Donc, ce que Big Togo dit, ce n'est pas le pourcentage. On l'a même dépassé. Deuxièmement, on ne dit pas d'auditer la liste depuis 2010. On dit la révision de 2020. Parce qu'à Djoumani, une conférence a dit qu'ils allaient inscrire les étrangers et on a retrouvé les étrangers. Donc, ça veut dire qu'on a un échantillon d'étrangers. Donc, ça veut dire que les étrangers sont partout. Donc, on va auditer. Voilà, il a même dit qu'il n'a pas honte. Ah oui, il y a ça. C'est la liste c'est l'inscription 2020, pas la liste depuis 2010. Deuxièmement, le PDCI, qu'il se trompe, le PDCI est prêt à aller aux élections. Mais c'est le gouvernement qui ne veut pas qu'on aille aux élections. La Cour africaine leur a dit des choses à faire sur la CI. Ils le font. On va aux élections. On dit qu'il faut reprendre les CI locales, il faut reprendre la nomination des gens de l'opposition dans la CI centrale. Le PDCI ne court pas. Et on avait un poste, quand la Cour africaine a répondu, on a nommé Bamba Siaka. On a dit que tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas remplies, il ne prête pas serment. Donc Bamba Siaka n'a pas prêté serment, on n'a pas l'attitude de quelqu'un qui court. Le PDCI a fait sa convention à son candidat, veut aller aux élections. Maintenant, j'entends souvent le RADP dire c'est pas la CI. Mais c'est pas la CI où on gagne les élections. Mais ils n'ont qu'à rendre ça transparent. Il faut que tout le monde soit en confiance. Et puis on va aller sur le terrain. Nous, on a battu la campagne de Ouattara, quelle que soit la personne de RADP qui va être candidate. Elle sera battue. Donc nous, on n'a aucun problème. On va gagner les élections. Mais on veut que la CI soit transparente pour éviter encore une crise post-électorale. Donc, que le gouvernement accède aux ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. On a vers la fin septembre pour sortir la liste électorale définitive. Un audit, ça peut se faire en une semaine. Et il manque le dialogue politique. On s'écrit des lettres, on se répond. Et je le dis encore aux Ivoiriens, et c'est ma conviction, je le dis partout où je passe. Si le gouvernement veut un vrai dialogue politique, qu'on s'assoie avec les thèmes de réforme, on balise, en une semaine, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire sont réglés. Mais il faut qu'on se parle. Oh là, on ne se parle pas. Merci. Oui, vous répondez tout à l'heure. Monsieur Assadou, d'abord, sur l'audit. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade où on ne se fait plus confiance jusqu'à ce qu'on aille à des audits? Non, on ne leur fait pas confiance concernant cette liste de 2020. Comme il a dit, quand un responsable, et pas des moindres, comme mon frère Adjoumani dit, nous n'avons pas honte d'inscrire des étrangers sur notre liste pour gagner. Et effectivement, on va trouver des étrangers. Au nord même, c'était grave. Au nord, les gens nous ont donné des images. Les gens venant du Mali, du Burkina, oui, qui viennent s'inscrire. Et d'autres du Ghana chez toi? Et du Ghana. Voilà. Donc, qui viennent s'inscrire. Bon, on le dit, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Si vous ne croyez pas, il y a des spécialistes qui vont auditer et nous dire si nous racontons des mensonges ou bien si c'est vous qui voulez cacher la vérité. C'est aussi simple que ça. Et la Côte d'Ivoire sera en paix. D'accord. Monsieur Adjoumani, oui, vous avez été interpellé. Oui. Pour une fois, Soro Guillaume a eu raison quand il a dit que lorsque les gens du FPI entrent dans leur, en tout cas dans leur salon de mensonges, mais ce qu'ils font, c'est grave. Mais comment vous pouvez imaginer que dans le Nord, il y a eu de la fraude? C'est ce que vous avez fait. Et à un moment donné de la Côte d'Ivoire, nous avons connu beaucoup de difficultés. Il faut te référer aux statistiques actuelles. Vous verrez l'augmentation. Vous m'avez dit que là-bas, tu as 50%, 30% d'augmentation de l'électeur. Je suis bien obligé de le laisser continuer tant que vous m'avez interpellé
en disant le ministre Adjoumani avait dit, et si vous devez me citer, il faut être vraiment assidu dans la citation. Je n'ai pas dit on n'a pas honte. J'ai dit nous n'avons pas peur. Mais pourquoi je l'ai dit? Le président Bédié nous a taxés d'être des étrangers. Quand j'étais allé en France pour faire la grande mobilisation que vous avez eue, qui vous a fait tressaillir, mais le président Bédié, à l'occasion d'une réunion, a fait savoir que moi j'ai fait venir des Maliens et des Burkinabés. De Montreuil. Qu'on a fait venir donc des mosquées. Hein, qu'on a fait venir des mosquées pour venir gonfler la salle. Il a même parlé de toit rouge. Heureusement que Gikawe, il est vraiment, il suit tous les mouvements du président, il a dû rectifier. Mais quand quelqu'un dit que les militants du RHDP sont des étrangers, les jours pairs, quand ils sont avec nous, ils sont de bonne foi. Les jours impairs, quand ils ne sont pas avec nous, alors tout s'écroule. Donc moi, je leur ai dit que moi, Adjoumani, là, je peux dire que je suis Ghanéen d'origine. Parce que le roi actuel s'appelle Adjoumani. Il est à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui règne dans les deux parties broncs, de Ghana comme de Côte d'Ivoire. Le président Bédié lui-même, il est allé voir ses origines. Si on doit parler là, lui aussi, il est Ghanéen. Mais s'il dit que nous, là, nous sommes des étrangers, alors nous n'avons pas peur de recenser des étrangers pour en faire notre électorat. Ça suit une logique implacable. Mais les gens ont pris le membre de phrase qui les intéressait et ils en ont fait leur chou gras. Moi, ça ne me dit rien. Puisque la liste est là, ils peuvent aller eux-mêmes l'auditer et se rendre compte s'il y a des étrangers qui s'y trouvent ou pas. Mais il ne faut pas faire de la mauvaise foi en venant dire ici, c'est Adjoumani qui l'a dit. Mais moi-même, dans le Zanzan, je n'ai pas pu enregistrer des étrangers. Et d'ailleurs, si des étrangers venaient nous voir pour être enregistrés, on allait les chasser parce qu'il s'agit d'un vote exclusivement réservé aux Ivoiriens. À l'époque, avant 1990, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans la démocratie. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Donc je voudrais que, pour une fois, vous mettiez ça dans la tête et que vous n'en parliez plus. Parce que ça dépendait du contexte dans lequel on se trouvait et qui a fait que j'ai parlé de cette façon-là. Monsieur Victor, sur la question, Fofana, la oui, même question. Sur cette question, j'espère, mais j'ai bien peur que ce genre de questions nous entraîne encore vers des dérives. Nous l'avons connu en 1995 lorsque cette loi sur l'ivoirité est venue créer la catégorisation des Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de À loi. nouveau, Ah oui, il faut pas, on est devant les Ivoiriens, il n'y a jamais eu une loi. La constitution qui a été votée en 1995 tenait dans l'une de ses dispositions une catégorisation des germes de division des Ivoiriens, et nous l'avons connu. Aujourd'hui, en reparlant encore des étrangers qui sont sur la liste électorale, et comme par hasard, Assoadou stigmatise le Nord pour dire au Nord, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est des étrangers venus du Mali, du Burkina. Il faut qu'on sorte de ce débat. Nous avons un pays qui connaît un développement grâce au président Alassane Ouattara, et nous devons rester solidaires parce que nous avons un socle institutionnel, un pays indivisible. Nous devons construire la nation. Nous avons la volonté au RHDP de construire la nation parce que la Côte d'Ivoire est forte de sa diversité. Il faut que nous sortions de ces débats de stigmatiser à chaque fois, lorsque le RHDP fait quelque chose, ah oui, c'est des étrangers. Mais enfin, soyons plus responsables. Pourquoi on peut penser que celui qui vient de Niablé est forcément plus ivoirien que celui qui vient de Koro d'Odiné?
Non, arrêtons. Arrêtons. Donc je pense que la responsabilité commande que nous allions vers les Ivoiriens. À la vérité, il faut que nous sortons des arguments fallacieux pour aller à ces élections. L'opposition a brillé par son absence pendant la révision électorale. C'est trop facile aujourd'hui de parler des problèmes techniques. Ils ont brillé par leur absence. Ils n'ont pas pu donc inscrire assez d'Ivoiriens sur la liste. Ils ont donc aujourd'hui peur d'aller à ces élections. Mais on doit aller à ces élections. Très bien, on doit aller à ces élections. Et je pose cette question qui, chacun répondra. Quelqu'un a-t-il intérêt à ce qu'on n'aille pas aux élections le 31 octobre? Posez la question à l'opposition. Nous allons aux élections. Le PDCI est dans les dispositions pour aller aux élections et les gagner. Mais pour aller aux élections, il faut une commission électorale assainie. Or, pour l'instant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le 15 juillet dernier, a donné tort au gouvernement sur 2 points, 2 ordonnances, de reprendre la commission centrale, de reprendre les commissions locales. Si cela est fait, ça crée la confiance. Et puis, tout le monde est d'accord, on va. Et puis, on audite la liste pour ne plus qu'il y ait des choses. Donc, pour aller aux élections, ça dépend du gouvernement qui a la direction de la préparation des élections. Donc, c'est le gouvernement, par son comportement et par une CI qui ne répond pas aux critères de transparence, qui ne veut pas aller aux élections. Sinon, nous, on veut aller aux élections. Il suffit que le gouvernement règle le problème de la CI. Il n'y a aucun problème. Nous, on se prépare pour aller aux élections et à les gagner. Nous ne sommes pas dans une... J'attends souvent, oui, ils veulent transition. Ça, c'est... Peut-être que c'est... Ils font de l'introspection et puis ils veulent faire des attributions. Nous, on ne pense même pas à la transition. Au PDCI, on veut aller aux élections. Parce que octobre 2020, c'est constitutionnel. On veut aller aux élections. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut que le gouvernement accepte de régler les problèmes tel que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a dit. Dès que c'est fait, le reste, il n'y a aucun problème. Nous avons fait notre convention, nous sommes en train de tourner, donc nous, on va aux élections, on ne va pas dépenser l'argent pour rien, on va aux élections. Donc le gouvernement ne se met pas dans la tête que l'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition veut aller aux élections, mais l'opposition ne veut pas qu'après octobre, on reconnaisse les mêmes violences qu'en 2010. Donc il faut une CI qui fasse confiance, où tout le monde a confiance. Voilà le problème. Et deuxièmement, je voulais dire aussi, il faut créer la paix. La paix, ce n'est pas seulement le manque de guerre, la paix, c'est l'harmonie. Et que le président, un chef, il doit être magnanime. Le chef, il doit résister aux tentations. Il a dit qu'il n'était pas candidat, qu'il résiste aux tentations et qu'il garde sa posture pour dire qu'il a dit qu'il n'avait pas de candidat. C'est ce qu'on attend. Que quelqu'un, il y a plein de gens même qui ont quitté le PDCI parce qu'ils disent que Bédié ne voulait pas qu'il soit candidat. C'est le moment, il y a le vide maintenant, qu'il soit candidat. Donc ce n'est pas les cadres qui manquent au président Alassane Ouattara, il peut être candidat. Merci. C'est bien que Maurice soit candidat. Au lieu de laisser Bédié à 86 ans, c'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Il pourrait bien être candidat. Mais il parle, en même temps. Le Front populaire ivoirien s'est réuni en congrès en août 2018 sous la présidence de notre regretté feu Sangaré et avait décidé que cette année, nous irons à toutes les élections. Donc nous sommes là pour aller à toutes les élections. C'est pour ça que d'abord nous avons commencé dès février 2019. Le FPR, non, j'arrive. Électoral, hein? Non, allez-y, monsieur ça c'est à Fingessan, c'est pas le fait. Ah d'accord, je ne savais pas que... Voilà, nous avons lancé une grande campagne de réconciliation nationale pour apaiser la situation, pour que les Ivoiriens puissent se retrouver et aller aux élections. Quand la CI a dit que les inscriptions sont ouvertes, nous avons lancé une grande campagne que nous avons même appelée inondation électorale, pour que les gens aillent s'inscrire. Donc nous sommes disposés à aller aux élections. Mais on va aux élections en disant que tout est fait correctement. Pas avec des listes truquées. Pas avec une CI non consensuelle. C'est ça que nous demandons. Donc il faut auditer la liste. Il faut refaire la CI centrale. Il faut refaire les bureaux locaux de la CI. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va aux élections. Mais eux, ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'aujourd'hui,
Sur le plan national, le RHDP unifié est devenu un parti minoritaire, extrêmement minoritaire. Monsieur Fofana, je veux bien répondre. Non, Quand un parti minoritaire... Je ne vous ai pas posé des questions. Un parti minoritaire... Je ne vous ai pas posé des questions. On arrive à vous, monsieur Adjoumani. Monsieur Adjoumani. Allez-y. Vous savez... Est-ce que j'ai posé question à Adjoumani? Non. D'abord, vous avez dit quoi? Quand le journaliste, tout à l'heure, a fait allusion au FPI non officiel, vous n'étiez pas d'accord. Or, la loi dit que le FPI officiel, c'est le FPI d'Afingessa. Donc, vous-même, là, vous ne respectez pas la loi. Ouais. Parce que vous êtes... C'est à toi de le dire. Ah oui. Vous êtes dans l'illégalité. Mais le professeur Djikawe qui dit que le président Alassane Ouattara ferait mieux de choisir des gens qui ont quitté le PDCI, qui ne voulaient pas de Bédié. Djikawe sait combien de fois nous, on portait Bédié dans notre cœur. C'est lui qui a travaillé à faire en sorte que nous ne soyons plus aux côtés de Bédié. Aujourd'hui, il est en train de, je dirais, il est en train de rayonner, il est en train de régner sur les ruines du PDCI-RDA. Parce que, quand vous dites que... dit que vous ne valez rien sur le plan politique. J'ai dit, vous êtes en train, toi tu es en train de rayonner sur les ruines du PDCI-RDA. Mais Djikawe, vous n'allez pas dire que au RHDP, nous ne sommes rien, comme le dit le grand frère. Mais c'est grave. Est-ce que vous savez lire dans la politique? Non, je dis vous croyez que toutes ces insurrections que vous êtes en train... On ne fait pas d'insurrection, nous. Oui, mais vous faites des insurrections. On ne fait pas d'insurrection. Mais allez-y, nous allons aborder justement ces points. Après cela, nous parlons de violence. Nous avons commencé à faire... Attendez. Monsieur Fofana. Allez-y, monsieur Fofana. Oui. Non, excusez-moi. Adjoumani parle d'insurrection. Non, nous avons commencé à faire la politique. On va y arriver. Depuis 1966. Très bien. Il y a une question qui a été posée. Adjoumani n'était même pas à l'école primaire. D'accord. Il y a une question qui a été posée. Nous allons répondre à cette question. Et on a par la suite, nous parlerons de violence et d'insurrection probable. Allez-y, monsieur Victor. Vous aviez parlé, on est revenu sur, à nouveau, il est revenu sur la candidature du président Alassane Ouattara relativement à notre volonté d'aller à cette élection. Mais comment voulez-vous que nous, on n'ait pas envie d'aller à cette élection? C'est une évidence. La Côte d'Ivoire s'est installée dans une paix, dans une stabilité. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, grâce au leadership du président Alassane Ouattara, a renoué avec les grandes nations. La Côte d'Ivoire est crédible. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, connaît la performance économique qu'elle connaît parce que le président Alassane Ouattara a su hisser la Côte d'Ivoire à un certain niveau très respectable. À partir de ce moment, il faut que l'élection se fasse à date. C'est très important que la Constitution ait fixé une date, que nous la respections. C'est important pour l'extérieur, pour nos partenaires financiers, c'est important pour les Ivoiriens. Il faut que nous passions ce cap que dans la conscience collective, que l'élection ne soit plus des moments de tension, des moments de peur pour les Ivoiriens. Nous devons apaiser les Ivoiriens. Et c'est pour cela que lorsque l'opposition émet des préoccupations, l'opposition veut que l'élection se fasse conformément à ses souhaits. Mais ce n'est pas possible. Nous avons le président Alassane Ouattara, lorsqu'ils ont demandé qu'il y ait une prorogation de la révision de la liste électorale. Le gouvernement l'a fait. Ce n'est pas le gouvernement qui organise, c'est la CEI. C'est la CEI. Donc tu es en train de te Non. Vous avez... Non, la CEI transmet, parce que les supports, les infrastructures, c'est le gouvernement. Lorsque vous avez saisi la CEI, mais vous ne pouvez pas saisir la CEI fonctionne dans un environnement créé par le gouvernement. Il y a eu une prorogation, la CEI donc a accédé à notre demande, à nous tous. Ensuite, sur les documents,
Le ministre Assou-Adou disait que c'est après qu'on a su qu'il fallait utiliser le certificat de nationalité. Mais c'était valable pour nous tous. Je veux dire aujourd'hui, la liste électorale, elle est fiable. Quand le président Youssouf Bakayoko était là, il était critiqué aussi par certains, il était apprécié par d'autres, mais nous sommes allés aux élections. Je pense que ce que nous devons retenir, c'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Cette élection, elle doit avoir lieu. M. Assou-Adou dit que le RHDP est un parti minoritaire, mais je crois que c'est l'inversion des valeurs. Parce que c'est plutôt le RHDP donc, qui est à 65%, le PDCI 20%, le FPI Babo 15%. Je crois que c'est de ça qu'il parle. À la vérité, je veux les rassurer. Le 22 août, nous avons une investiture. Nous allons investir le président Alassane Ouattara parce que nous sommes prêts pour gagner cette élection du 31 octobre. Voilà, il ne reste plus que 5 minutes, vraiment. Nous allons parler de la violence qui a lieu à travers la Côte d'Ivoire depuis le 7, lorsque le président de la République a annoncé sa candidature. Alors, à qui doit-on attribuer ces violences-là? À l'opposition, qui nous impose une violence, qui nous impose une sorte de guérilla. Voilà une opposition qui en même temps souhaite que nous allions aux élections, mais en même temps veut créer des conditions de la non-tenue des élections. À la vérité, cette opposition n'est pas prête à aller aux élections. Et ils utilisent malheureusement des jeunes qui parfois n'ont pas la pleine conscience de ce qu'ils font. Et quand on les prend, on se rend compte que les commanditaires, mais ce sont certains hommes politiques qui ont peur d'assumer. Nous avons assumé. D'accord, on fait un tour sur cette question. Monsieur Moses Kakougi Kaouye, à qui faut-il attribuer ces violences? Quand le président Alassane a annoncé le 6 août, d'abord c'était une erreur, parce que le 6 août, on s'adresse à tous les Ivoiriens, alors qu'il s'adressait à son clan, parce qu'en parlant de sa candidature, ça intéresse son clan. Quand il l'a dit, les Ivoiriens, c'est prévu par l'article 20 de la Constitution, on a le droit de manifester. Donc on peut demander une autorisation, on peut informer pour les marches, les informations, les meetings, c'est l'autorisation. Et le pouvoir public est tenu d'encadrer. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans ces violences? C'est des gens qui ne sont même pas des forces de l'ordre, qui sortent, des bandits qui rentrent dans les rangs et qui tuent. C'est ça. Quand on dit que l'opposition ne peut pas marcher et puis en même temps faire la violence, elle n'a pas été encadrée. Nous assumons, peut-être que Bitoko n'a pas encore lu, mais aujourd'hui nous avons fait un communiqué, une déclaration pour dire que nous appelons à des marches pacifiques pour continuer d'abord contre la CEI, contre un certain nombre de choses, et ça va commencer par la marche des femmes le vendredi prochain. Donc ça, Vous avez eu l'autorisation? Non, on n'a pas besoin d'autorisation, on a informé la préfecture. Donc c'est là qu'on va voir quel est le degré, parce que la préfecture a déjà rencontré les femmes 2 fois. C'est là qu'on voit le degré de démocratie. C'est prévu, le policier encadre, les gens ils font 1h30, ils vont chez eux, la marche est finie, on n'a pas besoin de violence. Donc justement, il faut que le pouvoir public encadre ces marches-là. Et dans la législation, pour marcher, on informe de la date, de l'heure, de l'itinéraire, et on s'entend avec la police pour encadrer. Quand c'est un meeting, on demande l'autorisation. Voilà notre législation. Monsieur Ayoumani. Merci. Les violences, vous les attribuez à qui? Mais je les attribue à l'opposition. Ayoumani ne peut pas dire autre chose. Mais, et là-dessus, je vais être clair. Voici une opposition qui demande à ses militants de faire une marche pacifique. Est-ce faire des marches pacifiques que de brûler des pneus sur du bitume pour les dégrader? Est-ce faire des marches vraiment pacifiques que d'aller barrer l'autoroute, empêchant d'autres Ivoiriens d'accéder à Abidjan? Mais nous avons souffert avec le grand frère que voici, Assou-Adou dans son village.
à Sankadiokro, où il a fait ériger des barrages. Les populations venant de Bouna, Bondoukou, Tanda, Kounfao, moi j'étais là-bas, ne pouvaient même pas accéder à Abidjan. Puisque maintenant vous assumez la manifestation des violences. Il faut que je lui parle. Ils ont barré la route pour ne pas que des gens viennent. Mais est-ce que vous savez le mal que vous faites aux Ivoiriens? Les gens qui ont pris les cars qui venaient, vous ne savez même pas de quel parti ils sont. FPI, PDCI, RHDP, vous ne savez pas. Et vous les bloquez. Tout le long des passages, à Azopé, à Coupé, partout, on a coupé des arbres pour bloquer les voies. Mais pourquoi vous le faites? Mais vous avez brûlé des véhicules, vous avez calciné des bus. C'est cela, faire de la marche pacifique? Ça fait partie de l'ADN du FPI, ça. Aujourd'hui, quand je vous vois... La violence. Assoadou, en compagnie de choses de Djikawe, venir parler le même langage. Je dis quelque part... Bitogo aussi à côté d'Adjoumani, le même langage. Oufoué doit souffrir. Bitogo à côté d'Adjoumani. Nous sommes des Oufouétistes. Oui, il y a un passé aussi. Le grand frère qui parle tout à l'heure de parti, c'est un transhumant. Il y a un passé aussi. Avant d'être aujourd'hui FPI. C'est moi qui ai la parole. C'est à lui la parole. Non, c'est à moi là. Allez-y. Vous savez, s'il y a un parti en Côte d'Ivoire qui voue un culte à la lutte pacifique, c'est bien le FPI. Attendez. L'escadron de la mort, qui l'a instauré? Monsieur Bitogo. Monsieur Bitogo, nous ne sommes pas amnésiques, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais tu es là. Nous savons ce que vous faites. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. La violence, c'est vous. Non, mais parce que c'est lui qui est violent. C'est lui. Les tueries en Côte d'Ivoire. Ils ont plus de 60 000 personnes qu'ils ont tuées. Plus de 60 000 personnes. Mais les Ivoiriens sont pas amnésiques, ce que le FPI, qui a instauré la violence à l'université, qui a instauré la violence dans la police, qui a créé l'escadron de la mort. Comme je dis que vous avez institué la mort, la violence. Que nous allons terminer cette émission. Malheureusement, c'est sur ces questions que vous êtes en train de vous poser que nous allons terminer cette émission. Merci à vous, monsieur Assoadou. Merci à vous, monsieur Adjoumani. Merci à vous, monsieur Bitogo. Et c'est sur cette note que nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI 1.